Un sujet très nécessaire à l'ordre du jour pour cette plénière. Il s'agit ici avec les étudiants, la jeunesse ou les jeunes élites qui sont sur ce plateau avec nous. Éradication du phénomène Kuluna. Pour ou contre? Je pense qu'ici, nous allons essayer de savoir si les étudiants sont pour ou contre cette éradication du phénomène Kuluna. Monsieur le Président, vous avez la parole pour l'ouverture de la plénière. Honorables étudiantes et étudiants, chers collègues, nous déclarons ouverte la plénière de ce 18 janvier 2024 du Parlement des étudiants. Un seul point est inscrit à l'ordre du jour, tel qu'annoncé. Un grand débat entre 3 universités de la capitale congolaise sur un sujet qui devrait la chronique. Le gouvernement a décidé de s'en prendre au phénomène Kuluna qui prend de temps en temps de l'ampleur dans la capitale. Et pour ce faire, il a été décidé de l'application systématique de la peine de mort à l'encontre de tous ceux qui font partie de ces phénomènes. Nous voudrions, à travers cette tribune, faire parler la jeunesse, mais pas n'importe laquelle. Nous allons parler avec des jeunes juristes, l'Université catholique du Congo, l'Université Cardinal Malula et l'Université Reverend Kim. Avec eux, les débats seraient axés sur la question importante de savoir est-ce que pour éradiquer le phénomène Kuluna, la peine de mort est indiquée? Pour ceux qui sont pour, quels sont les arguments qui soutiennent cette thèse? Pour ceux qui sont contre, quels sont les arguments qui soutiennent cette antithèse? Et nous pourrions également avoir droit à une synthèse à ces sujets. Sans plus tarder, je veux accorder la parole à l'honorable rapporteur du Parlement des étudiants pour sa motion qui va ouvrir cette séance plénière. Honorable Président, honorable membre du bureau, distingués collègues, chers débatteurs. Permettez-moi d'abord de saluer cette belle assemblée réunie ces jours pour discuter d'une question aussi noble que complexe. L'éradication du phénomène Kuluna. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés, non pour juger, mais pour réfléchir. Non pour accuser, mais pour comprendre. La question qui nous réunit est d'une gravité rare. Peut-on éradiquer ces fléaux par la peine de mort? Voilà une question qui divise, qui émeut et qui parfois choque. Mais c'est aussi une question qui nous pousse à repenser notre société, nos valeurs et nos institutions. À vous, chers débatteurs, vous portez une responsabilité, celle d'éclairer cette assemblée par vos arguments. Vous avez l'opportunité de défendre la thèse, de contredire par l'antithèse et de synthétiser pour offrir des pistes, des solutions concrètes. Votre voix porte aujourd'hui, non seulement pour vos universités, mais pour toute une jeunesse avide des changements. Mais attention, un débat n'est pas un ring où les coups bas règnent, c'est plutôt une arène où les idées s'y croisent, où l'éloquence est reine et où parfois l'humour peut être intervenu pour désamorcer les tensions. Alors, à défaut de convaincre tout le monde, essayez au moins de ne pas nous endormir. Et à vous, chers spectateurs, rappelez-vous que l'écoute est un art. Applaudissez les idées fortes, mais surtout, emportez avec vous des réflexions qui résonnent au-delà. Rire, larmes, colère ou conviction, que ces débats soient riches en réflexion et que la force des arguments l'emporte sur la simple émotion. Je vous remercie. Merci, honorable rapporteur. Alors, pour ouvrir ces débats, honorables étudiantes et étudiants, chers collègues, nous allons commencer avec l'Université catholique du Congo. Réputée pour la brillance de ses ressortissants, nous allons devoir vivre cette expérience et nous accordons la parole à l'honorable Exaucé Bouanga et l'honorable Florian se prépare. Honorable Exaucé, vous avez la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers parlementaires, avant toute argumentation, je vous rapporte les conclusions de l'examen clinique de M. David, victime d'une violente agression par des Kuluna. Ces jeunes hommes présentent de multiples vices corporels, échymoses au visage et au torse, coupures nécessitant des sutures, contusions sur les membres et abdomen douloureux. Et pour couronner le tout, une amputation traumatique de l'oreille gauche, irrécupérable. Des examens complémentaires ont révélé
un traumatisme crânien léger et de sévères contusions thoraciques. Aujourd'hui, David, profondément marqué, n'a plus qu'une oreille. Honorable Président, chers collègues, chanceux, vous qui détenez encore vos 2 oreilles, faites-en bon usage, tendez-le, écoutez-moi attentivement. Après avoir tourné ma langue 7 fois, je ne parlerai qu'une fois, puisqu'il faut d'abord éveiller les consciences, il faut agir, et vite. Je me fais avocate de la République démocratique du Congo, mais pas que. Je suis aussi témoin direct de la détresse de la population congolaise, prise en otage par un phénomène aussi insidieux que sauvage, celui des Kuluna. Ces derniers ne sont pas des simples criminels. Non, loin de là. Ils sont bien pires. Ce sont des auteurs d'actes barbares qui défient les fondements même de notre humanité. Ils frappent sans distinction. Hommes, femmes, enfants, vieillards. Tous sont des cibles potentielles. Des machettes à lame tranchante, gilettes imbibées d'urine, couteaux pointus s'abattent sans pitié, laissant dans leur sillage des corps mutilés, des âmes brisées et des familles en larmes. Figurez-vous que des marchés jadis pleins de vie deviennent des lieux de cauchemar. Des quartiers vibrants de joie s'éteignent sous le poids de l'insécurité. Cette insécurité qui est engendrée par des conflits de gangs, réduisant ainsi la libre circulation des habitants. Et oui, à Kinshasa, les Arabes et les Américains font la loi. Et Honorable, vous dites qu'à Kinshasa, il y a des Arabes. Qu'est-ce que vous dites? C'est pas des Quinois ici? Ah non, non, non. Les Arabes dont j'ai fait allusion ici, c'est le nom d'un gang très réputé. Ah, ok. Je crois qu'on est éclairé à ce sujet. Et si par malheur, vous croisez leur chemin et que vous n'avez pas connaissance du jargon imposé par ce dernier à votre commune ou à votre quartier, vous êtes mort. Vous vous rendez compte? Il faut si peu pour perdre la vie. Derrière chaque victime, il y a une mère, un père, une sœur ou un frère qui se demandent pourquoi la justice agit-elle de manière superficielle. Pourquoi reste-t-elle d'une certaine manière muette? Mon client, la République démocratique du Congo, aujourd'hui dit assez. Nous avons tenté la clémence, les réhabilitations, les réinsertions. Ces efforts, tant bien que nobles, se heurtent toujours à la sauvagerie sans limite des Kuluna. Ces criminels de sang-froid violent la théorie évoquée par Jean-Jacques Rousseau du contrat social qui nous lie tous. Détruisons tout espoir de coexistence pacifique des individus au sein de notre société. Honorables parlementaires, ne vous y trompez pas. La vérité est que nous ne défendons pas la mort. Non, loin de là. Nous défendons la vie. Une vie où une mère peut se permettre de marcher librement avec ses enfants sans craindre les machettes, ou le viol, ou encore de perdre ses biens. Une vie où un père peut travailler sans craindre pour la sécurité de sa famille. Une vie où l'on peut se permettre de rentrer à une heure tardive ou encore sous la pluie sans se faire agresser. Une vie où la République démocratique du Congo retrouve son autorité, s'assure et garantit à chacun le droit fondamental de vivre en paix et en sécurité. Retenez bien que la peine de mort n'est pas et ne sera jamais une célébration de la violence, mais plutôt un ultime recours. Elle n'est pas une fin en soi, non, mais une arme légitime de l'État pour protéger ses citoyens lorsque toutes les autres options ont échoué. Elle est la réponse de la loi face à la tyrannie, à l'anarchie. Elle est un signal fort, envoyé à ceux qui croient que la vie humaine n'a plus de valeur. Elle n'est pas une vengeance, non, mais un acte de justice. Avant de finir, cette question vous est posée. Voulez-vous continuer à vivre dans l'insécurité, à voir vos frères et sœurs se faire charcuter sans pitié? Ou êtes-vous prêt à payer le prix de la sécurité? Nous avons dit. Merci, honorable Exaucé, pour ces récits mémorables de ce que traversent nos populations à travers la capitale congolaise. Nous vous prions de prendre place. Nous invitons l'honorable Florian Luzola-Dio pour son allocution. Nous rappelons que l'Université catholique du Congo soutient la thèse pour la peine de mort. Vous avez la parole, honorable. Honorable président, honorables membres du bureau, honorables camarades parlementaires, la volonté répressive congolaise face à la criminalité. Il est un fait brutal, évident et incontestable. Aucune société, alors aucun État, aucun peuple digne de ce nom
ne peut rester indifférent face à la montée de la criminalité. L'augmentation de ces actes de violence, des meurtres, des vols, des agressions, des guerres de gangs à l'américaine, des extorsions, voilà un fléau qui ronge les tissus sociaux de notre nation. Et si un jour nous avons cru que la justice et la sécurité pouvaient être des domaines où l'État pouvait fermer les yeux, aujourd'hui nous ne pouvons plus ignorer l'urgence d'agir. Car la répression contre les criminels, contre les Kuluna, d'ailleurs on a trouvé un nom des terroirs, les Kuluna, qui entrent dans les dictionnaires bientôt, qui terrorisent nos quartiers, nos rues, nos familles, cela devient une nécessité incontournable de faire face. Car quand l'ordre public vacille, quand la sécurité est mise en mal, l'appareil répressif doit se redresser pour faire face à cette menace. Ingeta, faire face à cette menace, car la justice et la sécurité ne peuvent pas se permettre de rester passives et hésitantes. Même dans les grandes puissances, moi, à mes heures perdues, je suis historien, j'ai appris que même dans des grandes civilisations, les solutions ne sont toujours pas simples face à la criminalité. Vous êtes mes contemporains et nous sommes tous témoins oculaires que notre pays a multiplié les tentatives de répression pour lutter contre ces banditismes urbains. Nous étions encore jeunes, très jeunes en tout cas à l'époque, et dans les chambres de nos mémoires, les souvenirs de l'opération Likofi dorment encore sans intention de quitter nos cerveaux. Très jeunes que nous étions, nous savons que l'opération Likofi 1 et 2 aussi nous ont permis de fêter en toute quiétude les festivités de Noël 2013 et des Nouvel An 2014. Nous avons même suivi en toute quiétude la Coupe du Monde qui s'est déroulée au Brésil, à l'abri des atrocités, des guerres des gangs, des rafles et des extorsions. Ces actions ont certes permis des résultats ponctuels, mais la vérité, c'est qu'elles ont souvent été confrontées à des limites flagrantes. Nous citerons très rapidement un manque de coordination, des suivis d'exécution des missions. Nous l'avons tous vu. Ces réponses étaient comme des pansements sur une plaie béante. Et puisqu'il y avait des voix qui s'élevaient, l'appareil répressif congolais a été très attentif. Nous avons même offert un cadre éducatif pour ceux-là, pour ces délinquants, Kanyamaka CC en activité jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, l'opération Ndobo mise en place par le ministre de la Justice, Constant Moutamba, marque une rupture décisive dans notre approche de la sécurité. Cette initiative, unique en son genre, ne se contente pas de réprimer et s'inscrit dans une dynamique où l'État entend assumer pleinement sa responsabilité, rétablir l'ordre et assurer la sécurité de ses citoyens par les canaux du droit. Chers compatriotes, j'ai fait un cauchemar, comme Martin Luther avait fait un rêve. Dans mon cauchemar, j'ai vu les pays de Kimbangu ressembler au pays de Toussaint Louverture. J'ai vu la RDC sombrer dans un chaos total avec des gangs puissants qui ont réduit les citoyens à l'état des prisonniers dans leur propre maison comme en Haïti. Vous êtes informés de quelle manière cet État antillais a montré ce qu'il advient lorsque la répression fait défaut. Là-bas, comme nous continuons à le voir à travers les médias, l'absence du pouvoir répressif a laissé place à l'anarchie, à la violence permanente. Mais je vous fais une confidence. J'ai été réveillé, après mon cauchemar, j'ai été réveillé par le soleil d'espoir apporté par l'opération Ndobo. Ce cauchemar m'a interpellé que la répression est essentielle. L'absence d'action de l'État, le manque de la force de la loi, fait le jeu de ceux qui veulent détruire les bases de la société. Là encore, ce n'est pas qu'un simple rêve, mais une réalité bien vivante. Est-ce qu'un citoyen honnête va-t-il craindre cette réponse étatique? La réponse est évidente. Alors, pour terminer déjà, nous savons que la route est encore longue, que des défis demeurent. Mais l'essentiel est que l'État ait choisi de faire front. Il est temps de lutter pour une ville de Kinshasa où les citoyens pourront se déplacer sans peur, où les enfants pourront jouer dans des rues sans se cacher, où les familles pourront dormir en toute quiétude, en toute tranquillité, où je peux regarder
le maréchal Diable Kaina et Longa Satan droit dans les yeux et lui dire que la seule force reste à la loi. Le seul Oji, le seul Yankee, la seule institution qui a le monopole de la violence, c'est l'État. Ainsi, chers compatriotes, la question n'est plus de savoir si la peine de mort est une solution. Mais la vraie question, c'est de savoir si nous sommes prêts à protéger nos enfants, nos familles, notre dignité en tant que nation. La sécurité de tous est urgente et la justice ne peut pas attendre. Et pour cela, il nous faut alors agir par la force en suivant les droits. Merci, honorable Florian. Nous invitons l'honorable Deodan Tangou pour prendre la parole. L'honorable Liévien se prépare. Honorable Président, chers membres du bureau, chers parlementaires. Déjà en 1858, Alphonse Kerr, romancier et aussi journaliste, puisque nous sommes à la télévision, disait « Si l'on veut abolir la peine de mort, en ce cas que ces messieurs les assassins commencent. » Et moi j'ai envie de dire, si on ne veut pas de la peine de mort, eh bien que les messieurs Koulouna commencent. Lorsque des individus se permettent de fouler aux pieds les droits les plus fondamentaux des citoyens, le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique, sans aucun remords, eh bien la justice se doit de répondre de manière exemplaire. Et il est temps que cela cesse. L'idée que je viens défendre, c'est l'idée de dire que la réponse adéquate, idoine à ce problème est la peine de mort, puisqu'elle permet efficacement, mais surtout dissuasivement, de répondre à ce problème. Honorable Président, chers parlementaires, la peine de mort est le dernier recours pour dissuader tout homme normalement constitué, puisque la vie est ce que nous avons de plus cher. Personne jusqu'à ce jour n'a le secret de la création humaine. Et même la Déclaration universelle des droits de l'homme vient l'attester. Mais plus intéressant, ici nous parlons d'hommes et de femmes qui sont capables de soustraire la vie sans aucun remords. Pensez-vous que ce type de personnes entre dans la catégorie des personnes normalement constituées? Non, je ne pense pas. Voilà pourquoi il est important, nécessaire, d'appliquer de manière effective la peine de mort. Chers parlementaires, ne faisons pas d'amalgame. Quand on parle de la peine de mort, on a tendance à avoir des a priori, des appréhensions sur cette dernière. Mais puisque nous sommes juristes, nous savons que le droit à la vie, à l'intégrité physique, est sacralisé par l'article 7 de notre Constitution. Sacralisé. Mais ce droit est encadré par le respect de la loi, le respect du droit d'autrui et des bonnes mœurs. Et quelle est la loi qui peut toucher au droit à la vie ou à l'intégrité physique? Le code pénal. Voilà pourquoi, en son article 5, ce code pénal vient placer la peine de mort comme la peine ultime. À l'image de l'analogie qui dit que la liberté est le principe, l'emprisonnement l'exception. Ici, eh bien, le fait d'avoir le droit à la vie est le principe, la peine de mort est l'exception. La peine de mort ne s'exécute que pour tout jugement définitif. C'est-à-dire que le respect du principe de degré de juridiction est mis en pratique, mais aussi celui de la cassation et de tous les types d'appels, comme la révision. Mais encore, pour l'appliquer effectivement, le magistrat a besoin de faire une requête qu'il adresse au président de la République. Vous suivez les informations, nous sommes à la télévision. La dernière ordonnance du président de la République portant mesures collectives de grâce a commué certaines peines de mort en peine de perpétuité. Vous vous rendrez compte que, donc, à travers cette procédure, que la peine de mort est le dernier recours. C'est-à-dire que il s'agit des rébus de la société. Il s'agit d'hommes et de femmes qui sont irrécupérables. Vous avez suivi à la télévision les témoignages poignants de quelqu'un qui avait perdu sa main, qui était en train de témoigner lors du procès en flagrance. Vous pensez que cette personne-là, eh bien, son droit est respecté? Je ne pense pas. Voilà pourquoi, honorable président, chers parlementaires, nous avons des camarades étudiants qui viendront soutenir que la peine de mort est inhumaine. Mais ma foi, rien n'est plus inhumain que le meurtre d'un innocent. Ceux qui portent atteinte à la vie d'autrui renoncent eux-mêmes à l'humanité. C'est pourquoi Victor Hugo disait d'ailleurs, que dire à une victime? Que son bourreau a des droits? Vous allez vous tenir devant des personnes qui ont perdu leurs oreilles, comme l'avait évoqué la personne qui m'a précédé,
ou même ceux qui ne peuvent même pas en parler, vous allez leur dire que non, au fait, votre bourreau a des droits. Sérieusement, les droits des criminels ne doivent jamais prévaloir ceux des victimes. Vous l'aurez compris à travers mon argumentaire qu'il est nécessaire, dans l'état actuel de notre société, que nous puissions appliquer la peine de mort. Il ne faut pas que nous réfléchissions sur des paradigmes étrangers, que nous nous fions sur des narratifs, sur des trames malicieusement élaborées pour que nous puissions abolir la peine de mort. Cette peine de mort existe et elle doit être appliquée. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la peine de mort contre les Kuluna. Merci. Nous invitons l'honorable Liévin pour son allocution. Honorable Président, honorables membres du bureau, chers pères, collègues parlementaires, distingués invités en vos qualités et titres respectifs. Avec la plus civilisée des expressions à votre égard, nous adressons nos salutations. Dans le même ordre d'idées que nos brillants camarades et dévanciers, nous prenons parole pour soutenir la peine de mort et nous allons vous démontrer, à travers les arguments de penseurs éclairés et les exemples de pays qui ont su gérer et réduire significativement la criminalité grâce à son application, pourquoi cette peine reste un remède nécessaire dans le contexte de Kuluna. Honorable Président, chers pères, collègues parlementaires, la peine de mort étant une question délicate et préoccupante, fait jusqu'à ce jour objet des réflexions. Nous pouvons ainsi citer certains auteurs qui ont eu à exprimer, ou mieux à s'exprimer, en faveur de la peine de mort. John Locke en premier lieu, philosophe de lumière et fervent défenseur du droit à la vie privée, mais aussi de l'idée selon laquelle le droit à la vie peut être suspendu par l'État en cas de transgression des règles fondamentales. Locke était d'avis que la société, pour survivre, doit pouvoir se défendre contre ceux qui portent atteinte à sa sécurité collective. La peine de mort, dans cette logique, devient un instrument de protection collective au moyen d'éradiquer les éléments les plus dangereux et récidivistes. Deuxièmement, César Beccaria, auteur de l'ouvrage intitulé « Des délits et de peines », bien que fût contre l'abus de la peine de mort, affirmait qu'elle devait être appliquée dans des cas extrêmes pour garantir l'ordre et la stabilité sociale. Dans une société où la criminalité atteint un seuil insupportable, Beccaria considère la peine capitale comme une manière d'envoyer un message clair sur l'intolérance de certains actes de stabilité sociale. Emmanuel Kant, en troisième position, appuie ou s'appuie sur le principe d'égalité entre crime et peine, pour rappeler que ceux qui commettent un meurtre, même par erreur, soient mis à mort. Car, en infligeant un tel mal à autrui, le meurtrier s'est effectivement donné la mort. Il enchaîne en disant que ceux qui ont commis le meurtre doivent mourir. Thomas Hobbes, pour sa part, soutient la peine de mort en ces termes. Si, par principe, l'État met fin à la guerre de tous contre tous, pour ainsi dire l'état des natures, il est aussi investi d'un pouvoir absolu, qui inclut le pouvoir de donner la mort. George Bush, alors président des États-Unis d'Amérique, déclarait « Je suis en faveur de la peine de mort quand elle est appliquée de manière équitable. À juste titre, surtout parce que je crois que cela sauve des vies humaines. » Aux déclarations de ces 5 auteurs, nous, Liévin Chikonga, ajoutons notre pensée qui est la suivante. Donner la mort à ceux qui donnent la mort, c'est protéger la vie. Car moins l'on a de criminels, moins l'on est exposé, plus le droit à la vie est sécurisé et respecté. Honorable Président, chers pères, collègues parlementaires, au-delà des auteurs et courants d'idées, l'histoire nous offre plusieurs exemples de pays où l'application de la peine de mort a joué un rôle crucial dans la réduction de la criminalité. Prenons le cas du Singapour, un modèle de réussite en matière de lutte contre la criminalité. Le Singapour
applique la peine de mort pour des crimes graves, notamment les trafics de drogue, le meurtre et les actes terroristes. La rigueur de leur système pénal, y compris l'usage de la peine capitale, a permis à ces petits pays de devenir l'un des plus sûrs au monde, avec un taux de criminalité parmi les plus bas. En Chine, l'application de la peine de mort est également utilisée pour éradiquer les crimes graves, notamment les trafics de drogue, les actes de terrorisme. Bien que le chiffre officiel soit souvent gardé secret, plusieurs rapports internationaux concluent que la Chine, malgré sa taille et sa densité de population, a su maintenir un taux de criminalité relativement bas, grâce à sa politique de dissuasion incluant la peine de mort. Citons aussi et toujours à titre d'exemple l'Arabie Saoudite, où la peine capitale est appliquée pour des actes tels que le meurtre, l'agression sexuelle et d'autres crimes violents. Bien que le système saoudien fasse l'objet des critiques internationales, il est incontestable que l'Arabie Saoudite a réussi à maintenir une stabilité sociale, en grande partie grâce à sa politique pénale sévère, y compris l'utilisation de la peine de mort contre mesures dissuasives. Pour être plus pratique, voici les statistiques d'exécution de la peine de mort en 2022. La Chine avec plus de 1000 condamnés exécutés, l'Iran avec plus de 576 exécutions, l'Arabie Saoudite avec 196 exécutions, l'Égypte avec 24 exécutions, les États-Unis d'Amérique avec 18 exécutions, l'Irak avec plus de 11 exécutions, le Singapour avec 11 exécutions, le Koweït avec 7 exécutions. Honorable Président, chers pères, collègues parlementaires, la peine de mort, loin d'être une barbarie, peut être vue comme un dernier recours, un acte de protection sociale. Il semblerait même que la Bible soutient la peine de mort lorsqu'elle déclare dans Apocalypse 13:10 « Qui tue par l'épée mérite de mourir par l'épée ». N'est-ce pas là la peine de mort? Nous finirons notre intervention par un cas pratique, porteur d'une question pour laquelle nous voulons une réponse sincérissime. Pas sincère, mais sincérissime. Tous dans la salle sommes concernés, et plus particulièrement ceux qui sont contre la peine de mort. La question étant la suivante. Imaginez une seconde que vous soyez assis en famille, en compagnie de votre père, votre mère, vos frères et sœurs, et que de nulle part débarque une bande d'inciviques qui se précipite vers votre père, le poignarde et sur les champs décède, faisant ainsi de vous orphelins et de votre mère veuve. En ces moments-là, si la question venait à vous être posée, quelle serait votre réponse? Défendriez-vous cette fois la thèse ou toujours l'antithèse? C'est dans ces moments-là que vous comprendrez l'importance de la peine de mort. Merci beaucoup. Nous invitons l'honorable Delphin pour son allocution. Honorable Président, honorable membre du Bureau, auguste Assemblée. Je vais ici laconiquement clôturer l'analyse favorable à la peine de mort du groupe parlementaire UCC par une mise au point importante. Certains opposeront ici une opposition à l'application de la peine de mort au nom du principe des droits de l'homme. Mais permettez-moi de clarifier une réalité essentielle. Les droits de l'homme ne doivent jamais être exposés pour protéger ceux qui les bafouent librement et violemment. Les dénommés Kuluna, par leurs actes d'une violence inouïe, ne respectent ni la vie, ni la dignité, ni la liberté des citoyens. Refuser la peine de mort contre ces bandits, ce n'est pas seulement affaiblir la capacité de la justice congolaise à accomplir l'une de ses missions les plus essentielles, mais c'est aussi fuir d'assumer une responsabilité morale envers la société ainsi qu'envers les victimes. Mais je comprends ces nombreux détracteurs. Le cœur des autres est un mystère. Et comme le disait si bien Françoise Giroud, il y a des choses qui pour les comprendre, il faut les avoir vécues. Et je suis sûr et je l'affirme, si eux-mêmes étaient victimes d'actes de cruauté, aussi infâmes que le meurtre, l'assassinat, le viol, même encore si cela concernait leur propre mère, père, frères et sœurs, ou même enfants, ils ne tiendraient pas le même discours. La peine de mort n'est pas une simple réponse au crime, elle est un moyen de préserver l'ordre, la justice et la mémoire des victimes. Chaque jour, je dis bien chaque jour et vous le savez tous bien, des innocents sont traumatisés, mutilés, parfois même tués. Les femmes sont agressées,
Les enfants grandissent dans la peur, les familles brisées. N'est-ce pas que ces victimes, elles aussi, ont des droits? Messieurs, dames, les droits de l'homme ne s'appliquent en premier lieu non seulement à ceux qui les demandent, mais aussi aux innocents de la société, à qui on doit leur accorder et les protéger. Honorable Président, toute société fondée sur le laxisme face à des criminels perd son équilibre et son autorité morale. Punir, ce n'est pas qu'un acte cruel, c'est être juste. Si nous laissons la peur et l'impunité triompher, nous trahissons les droits des milliers d'innocents de notre société, nous avons dit. Nous allons prendre le groupe parlementaire de l'Université catholique Cardinal Malula qui va soutenir l'antithèse. Nous invitons l'honorable Grace Molimo pour son allocution et l'honorable Brigaël Alunga se prépare. Honorable Président, chers membres du bureau, chers camarades parlementaires, nous devons savoir qu'on ne naît pas Kuluna, on le devient. Ces jeunes que nous condamnons si facilement ne sont pas nés violents. Ils ne sont pas nés délinquants, Monsieur le Président. Non, ils sont le produit direct de l'effondrement de notre État, de ses institutions et de nos valeurs collectives. Monsieur le Président, où sont les agents de l'ordre quand ces jeunes opèrent? Que dire de la police qui raquette plus qu'elle ne protège? Les Kuluna ont grandi dans un système où la justice est achetée, où les forces de l'ordre collaborent parfois avec les criminels qu'elles prétendent pourchasser. Comment ces jeunes pourraient-ils croire en une autorité qui elle-même trahit la loi? Honorable Président, quand le ventre est vide, les lois de la République deviennent de mots sans valeur. Sans emploi, sans perspective, que reste-t-il? La violence devient un moyen de survie. Chers collègues parlementaires, nos écoles, là où elles existent encore, sont devenues des ruines. Les Kuluna sont les fruits d'une génération sacrifiée sur l'autel de l'indifférence politique. Honorable Président, quand les parents dépassés par la misère ne peuvent plus élever les enfants, quand l'Église, gangrenée par l'argent, abandonne son rôle moral, que reste-t-il? Un vide. Un chaos où les Kuluna trouvent leur place, faute d'avoir trouvé un foyer ou un repère. Enfin, Monsieur le Président, nous ne serons pas larges. Les Kuluna sont aussi le reflet de la désintégration de nos valeurs culturelles et sociales. Nous avons perdu ce qui faisait notre valeur, notre force, le vivre ensemble, la solidarité communautaire et le respect mutuel. Une vérité inconfortable, chers collègues parlementaires. Les Kuluna sont notre miroir, Monsieur le Président. Regardons-les bien. Leur violence est le reflet de la violence de notre société. Ils ne sont pas le problème, Monsieur le Président. Mais ces Kuluna sont les symptômes. En tant que nous refuserons de voir cette vérité, nous continuerons de produire des générations de Kuluna. À la place de s'attaquer aux symptômes, Monsieur le Président, nous invitons les autorités à trouver une solution aux causes profondes de ces phénomènes. Car, dans le cas contraire, les mêmes causes produiront le même effet. L'opération Likofi, Monsieur le Président, n'a pas pu régler ce phénomène car les causes n'ont pas été sur la liste de priorités. Ainsi, Monsieur le Président, étant donné que nous sommes toute une équipe, je me laisserai compléter. Honorable Président, honorables membres du bureau, messieurs et dames, très chers camarades. Conjointement avec notre dénoncière, je vais la compléter pour ma part par le biais des arguments des plus grands penseurs abolitionnistes que la peine de mort est une injustice irréprochable, inefficace et indigne d'une société civilisée. Monsieur le Président, Desmond Tutu disait « Prendre une vie quand une vie est perdue est une revanche, pas la justice. » Le professeur Nyabirungu corrobore l'argumentaire de ce dernier en y ajoutant que la peine de mort doit être rejetée dans la mesure où elle est inhumaine. Messieurs le Président, la peine de mort n'est pas une solution. Elle est bien au contraire l'échec de la société. Échec étant donné que la société doit éduquer ceux qui se sont distorsionnés, pas les tuer. En somme, nous sommes pour l'éradication judicieuse du phénomène Kuluna. Il nous préjudicie tous. Mais pour respecter la sacralité de la vie humaine, il faut que la sanction soit une peine à perpétuité, pas seule de mort. Car
Selon Jules Perrault, la peine de mort est un châtiment absolu qui ne devrait pas être retenu par une justice aussi relative que celle des hommes. Le cas de Kimbangu reste la plus grande jurisprudence relative à la faillibilité de notre justice. Enfin, nous disons oui à l'éradication du phénomène Kuluna, mais nous disons non à la peine de mort, étant donné qu'elle est inhumaine. Monsieur le Président, nous vous remercions. Nous invitons l'honorable Lofula Isidore pour son allocution et l'honorable Nzola Nigloire se prépare. Honorable Président, permettez-moi de vous rappeler que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a bien dit que notre justice est malade. Si les deux interventions précédentes n'ont pas convaincu le ténor de cette monstrueuse initiative, la déclaration du président de la République que je viens d'évoquer ici suffirait pour abandonner cette démarche, compte tenu des lacunes bien documentées de notre système judiciaire, qui peut entraîner, honorable président, des injustices irréparables, notamment la condamnation des innocents. Très chers collègues, plusieurs organisations internationales soulignent que le système judiciaire congolais est miné par des décennies de négligence, de mauvaise gestion et de corruption. Comment devrions-nous appliquer la peine de mort dans un État avec un tel système judiciaire? Honorable président, appliquer la peine de mort en RDC dans un contexte où la justice est caractérisée par les ingérences politiques, c'est vouloir condamner et exécuter les innocents. Honorable président, s'agissant de nos services de sécurité, ici je parle de la police nationale congolaise, laquelle de police, ils ont confié la mission de chercher ces jeunes Kuluna. Aucun Congolais n'ignore que jour et nuit, les Congolais se plaignent des abus que commettent nos policiers dans l'exercice de leurs fonctions. Si aujourd'hui, on confie à une telle police la mission de chercher les Kuluna, dont on veut les condamner à une peine de mort, n'avez-vous pas peur que ces policiers nous amènent des innocents devant les instances judiciaires? Honorable président, je vais vous démontrer la maladie, pour ne pas dire la faiblesse de notre justice. Aujourd'hui, nous voyons ces jeunes Kuluna être déférés devant les juridictions militaires pour être jugés en association de malfaiteurs. Est-ce que tous ces Kuluna-là opèrent en bande? Il y a des Kuluna qui opèrent individuellement. Honorable président, qu'en est-il de ceux-là qui opèrent individuellement et qui sont condamnés en association de malfaiteurs? Vous comprendrez ici que notre justice est en train d'interpréter analogiquement la loi, alors que nous sommes sans ignorer que le droit pénal, c'est une science, une discipline, voulais-je dire, de la précision et de la rigueur. Honorable président, notre justice est caractérisée par des insuffisances. Si les gouvernants veulent appliquer la peine de mort, je les appelle à une nécessité de réformes judiciaires et sécuritaires. Merci, honorable Isidore. Nous prenons honorable Nzola Nigloire pour compléter. Honorable Isidore. Honorable président, primo, j'aimerais prendre d'abord un cas qui est très illustratif, démontrant donc que la peine de mort actuellement ne devrait pas être appliquée. C'est suite à l'assassinat de messieurs Laurent Désiré Kabila, président de la République démocratique du Congo, que ces assassins ont été poursuivis pour être jugés et probablement condamnés afin que la peine de mort soit exécutée à leurs égards. Cependant que les Nations Unies seront inquiètes de voir qu'il y aura une exécution massive de personnes qui probablement seraient coupables et non, et vont charger la République démocratique du Congo pour ne pas appliquer une telle peine. Ce serait par une déclaration du président Joseph Kabila Kabange en 2003 devant les Nations Unies. Ce dernier prendra une décision verbale portant moratoire d'exécution de la peine de mort. Aujourd'hui, nous avons connu que le moratoire sur l'exécution de la peine de mort a été levé. Scientifiquement, Monsieur le Président, puisque vous êtes en mesure de le savoir, qu'en est-il du principe selon lequel la décision qui est prise par une autorité ne devra être renversée que par celle-ci? Parallélisme de forme et de compétences. La ministre de la Justice va passer dans la télévision pour informer à l'opinion publique qu'il y a eu un arrêté ministériel levant le moratoire sur la peine de mort alors que cette décision a été prise par le président de la République.
la question de droit subsiste. Qu'en est-il du principe du parallélisme de forme et des compétences? Le droit administratif nous est essentiel pour répondre à une telle question. Mais je ne serai pas là pour répondre à une telle question, Monsieur le Président. Monsieur le Président, pour qu'une personne soit condamnée, il faudrait d'abord penser à plusieurs questions. La délinquance et la criminalité ne devront jamais être éradiquées par la loi pénale. Tout simplement, il faudrait des études anthropologiques, des études sociétales, ainsi que des études de la criminologie. Étant donné que le gouvernement congolais n'a jamais pris une décision qui pourrait être en mesure de renverser la délinquance en République démocratique du Congo, ce dernier va fuir derrière la justice, tout en connaissance de cause qu'elle est malade. Lesquels des gouvernements est le protagoniste à pouvoir qualifier cette justice de malade? Que pensez-vous? Vous accusez une personne parce qu'elle a volé et vous êtes la première à lui donner une chose sans avoir peur qu'elle pourrait la dissiper. Ça reste donc à vérifier. Est-ce qu'il faut appliquer la peine de mort en République démocratique du Congo? Non. Pourquoi non? Puisque les racines d'ailleurs, les racines qui sont nombreuses de la délinquance en République démocratique du Congo n'ont jamais fait l'objet d'une inquiétude en ce qui concerne leurs études. Aujourd'hui, les universités sont nombreuses en République démocratique du Congo, mais nous avons un gouvernement qui ne se soucie même pas pour consulter les criminologues qui sont là afin de donner de moyens, de mécanismes scientifiques pouvant faire en sorte que cette délinquance puisse baisser. Merci beaucoup, Honorable Gloire. Nous invitons pour clôturer le collectif de l'Université Cardinal Maloula, l'Honorable Sariv Mamba pour son allocution. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers camarades, qu'il me soit permis de parler droit, de vous faire constater, Honorable Président, que nos co-débatteurs qui venaient de défiler devant cette auguste assistance n'ont fait que soutenir avec ferveur la violation de la Constitution et une interprétation erronée, mieux abusive, du décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais. Honorable Président, l'opération peine de mort contre les Kuluna, bien que motivée, je répète, bien que motivée par une volonté légitime de lutter contre le banditisme urbain, constitue une violation flagrante de la Constitution, une mauvaise interprétation du décret du 30 janvier 1940 et un recul par rapport aux avancées abolitionnistes mondiales. Vous l'aurez compris, mon argumentaire repose sur ces 3 points. Primo, la violation flagrante de la Constitution. Le Constitution de 2006 a posé le principe de la sacralité de la vie humaine, a consacré, bien évidemment, dans son article 16, le caractère sacré de la vie humaine, en disposant que la personne humaine est sacrée. L'État a donc l'obligation de la respecter et de la protéger. L'alinéa suivant renchérit en ces termes. Renchérit en disant que toute personne a droit à la vie. Ainsi, l'article 61 de la même Constitution vient renforcer le prescrit de cette disposition constitutionnelle en disposant que le droit à la vie est un droit indérogeable, peu importe la période, que ce soit dans une période d'un état d'urgence ou d'un état de siège. De ce fait, en réintroduisant l'exécution de la peine de mort, l'État contrevient, mieux viole ces dispositions constitutionnelles qui placent les droits à la vie au summum des droits fondamentaux reconnus à tout citoyen. Honorable Président, cela est inacceptable dans un état de droit. D'autant plus qu'un état de droit est celui dont toute personne physique ou morale qui est l'État doit être soumise au strict respect de la loi, mieux de la Constitution. Sauf le Kuluna alors, disait le professeur Amédée Boula Tchachila.
Tout le monde va être soumis à la Constitution et aux lois, sauf le Koulouna, vous voulez dire? J'en reviendrai là-dessus. Merci. Honorable Président, vous m'avez compris que la Constitution du 18 février 2006 est donc violée par l'application effective de la peine de mort. Secundo, la violation, mieux, la mauvaise interprétation du code pénal congolais. Est-ce que nous devrions encore le rappeler ici qu'il n'existe pas dans le code pénal congolais une infraction sui generis dite Koulouna? Devrions-nous encore le rappeler que le terme Koulouna est une expression populaire qui désigne tout simplement une bande des individus qui s'impliquent dans des actes de banditisme urbain. Et ces actes ne peuvent en aucun cas être considérés comme formant une infraction dite Koulouna. Toutefois, le code pénal congolais ne reconnaît pas l'infraction de Koulouna, mais permet à ce que nous puissions réprimer certains actes posés par ces individus par le biais d'autres infractions prévues dans nos différentes lois pénales. Honorable Président, que cela soit tenu pour dit, Koulouna n'est pas une infraction en droit positif congolais. Et donc les actes posés par ces individus peuvent être qualifiés soit de coups et blessures volontaires, extorsion, vol à main armée, association de malfaiteurs et quêterie. Et donc, les Koulouna, dans la plupart des cas également, devrions également les souligner, ne tuent pas. Dans la plupart des cas, je répète, ils ne tuent pas. Ainsi, soutenir la notion de la peine de mort ou l'application de la peine de mort reviendrait d'abord à celui qui les soutient d'avoir la maîtrise de la notion des crimes les plus graves qui est prévu par le pacte international relatif aux droits civils et politiques, alors que cette notion de crime le plus grave n'a jamais été définie dans le code pénal congolais. Honorable Président, j'avais dit que nous sommes ici pour parler droit. Honorable Président, le président de la République a dernièrement, oui, j'ai vraiment aimé ce que mon co-débatteur venait de le dire ici, que le président de la République a dernièrement commué la peine de mort à celle de perpétuité. N'est-ce pas là une raison valable pour nous faire constater ici que même le premier citoyen du pays est abolitionniste et il a compris que l'éradication du phénomène Koulouna ne peut en aucun cas passer par la mort. Cependant, appliquer systématiquement la peine de mort sous prétexte de combattre entre guillemets le phénomène Koulouna reviendrait à créer une infraction de facto qui n'a aucun soubassement juridique, mieux, aucun fondement pénal et qui créerait des choses. Premièrement, une insécurité juridique et judiciaire dans notre pays et deuxièmement, porterait atteinte au principe sacro-saint du code pénal, celui de la légalité de délit et de peine. Pour les initiés, le principe dit nullum crimen, nulla poena sine lege. En dernier lieu, les reculs par rapport aux avancées abolitionnistes mondiales. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers camarades, c'est depuis 2003 que la RDC observe un moratoire de facto sur les exécutions capitales. Et bien évidemment que cette position a été saluée, soutenue, applaudie même par la communauté internationale. Et c'était inscrit dans une tendance mondiale vers l'abolition de la peine de mort. Mais contre toute attente, en mars 2024, une circulaire ministérielle a levé ces moratoires dans le but tout simplement d'autoriser les exécutions capitales. Nous devrions les dire ici et les souligner que cette décision va à la contre des engagements internationaux pris par la République démocratique du Congo, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques qui prône d'une part le respect du droit à la vie et d'autre part qui soutient ou qui amène les États, encourage même les États à abolir la peine de mort. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers camarades, en persistant dans cette voie, notre nation risque bien évidemment de s'isoler sur la scène internationale. Non seulement de s'isoler, mais notre nation risque également de bafouer
mieux de piétiner les principes fondamentaux régissant la justice et le respect des droits humains. Veuillez chuter, honorable. J'exhorte aux autorités à reconsidérer l'application de la peine de mort au Koulouna et à bien vouloir privilégier des approches conformes à notre constitution, à nos lois et aux valeurs humanistes universelles. Nous avons dit. Nous allons à présent prendre le groupe parlementaire de l'université Révérend Kim, qui nous fera l'honneur de nous dire entre ceux qui sont pour de l'UCC et ceux qui sont contre de l'UCSM, où devrions-nous nous situer? Parce qu'il ne faut pas qu'on reste sur notre soif sur cette question aussi importante. Nous allons chuter avec ces groupes parlementaires et nous invitons l'honorable Miché à prendre parole pour son allocution. Honorable Président, membres du bureau, chers collègues, grande ma joie de prendre parole devant cette tribune. Monsieur le Président, d'aucuns ignorent que depuis 2 décennies, une situation d'insécurité s'observe en République démocratique du Congo. Kinshasa, sa capitale, ne fait pas exception. Monsieur le Président, plusieurs communes de Kinshasa sont en danger. C'est Mafra, c'est déviant, c'est sans foi ni loi. Nous dérange, ils cassent, volent et tuent parfois. Monsieur le Président, la prévention de la délinquance juvénile est un élément essentiel de la prévention du crime. Oui, la prévention de la délinquance juvénile est un élément essentiel de la prévention du crime. Malheureusement, l'État congolais, dans sa mission régalienne, il n'a pas pris le soin de prévenir, mieux, d'empêcher ces actes de Koulouna. Mais, Monsieur le Président, l'État vient nous répondre avec une sanction, la peine de mort. Est-ce la peine de mort va maintenir la paix de manière durable à Kinshasa et en RDC? Non, absolument non, Monsieur le Président. Est-ce la peine de mort une bonne politique criminelle? Nous estimons que l'État devait mettre d'autres stratégies, d'autres mesures, d'autres techniques pour empêcher la commission de ces actes. Il vous souviendra, si ma mémoire ne me trahit pas bien sûr, qu'entre 2010 et 2011, on a exécuté l'opération Tolérance Zéro. Et en 2013-2014, nous avons assisté à l'opération Likofi. Récemment ici, en 2024, c'était l'opération Panthère. Ici en 2025, c'est l'opération Ndobo. Une succession d'opérations. Mais, Monsieur le Président, nous pouvons mener 1001 opérations. Nous pouvons mener 1 million d'opérations. Tant que le vrai problème n'est pas résolu, tant que le vrai problème n'est pas traité, on finira toujours par mener des opérations en opérations. Nous proposons que nous puissions d'abord mettre en place des mesures nécessaires qui pouvaient prévenir la commission de ces crimes. Entre autres, que l'on donne de l'emploi à ces jeunes mafras. Vous allez remarquer que ils ne vont plus opérer. C'est mieux de dire qu'ils vont opérer peut-être, mais peut-être que cette opération sera faible. Elle ne sera pas à la une. Elle ne battra pas son plein comme ce jour. Sans pourtant prendre votre temps en otage, je conclue. Quelques secondes. Aujourd'hui, nous avons l'énergie d'exécuter la peine de mort pour le Koulouna. Quid de ces Koulouna dans cravate qui, avec une mauvaise intention, détournent les deniers publics. Ils gèrent sans orthodoxie ni parcimonie la res publica. Monsieur le Président, ce ne serait pas là la politique de 2 poids 2 mesures? Pourquoi exécuter rapidement le Koulouna avec machette et non le Koulouna en cravate? Je crois qu'il serait judicieux. Si l'on veut exécuter le Koulouna avec machette, le gouvernement devait d'abord commencer par exécuter ces Koulouna en cravate. Ce serait plus juste. Alors, Monsieur le Président, en un mot, disons que mieux vaut prévenir que guérir. Le gouvernement doit prévenir ces phénomènes au lieu de venir guérir avec la peine de mort, j'ai dit.
Nous allons prendre l'honorable Boussako Bénédicte pour son allocution. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, conjointement avec mes prédécesseurs, j'aimerais pouvoir établir ou encore relever ici la responsabilité de l'État et de la famille dans l'éradication du phénomène Kuluna. Il est de la responsabilité de l'État de pouvoir garantir la vie sociale. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les parents se disent incapables d'assurer ou encore d'éduquer leurs enfants parce que ceux-ci doivent aller chercher de l'argent en permanence. Est-ce qu'ils ne peuvent pas arrêter de mettre au monde quand ils savent qu'ils n'ont pas le moyen d'éduquer? C'est pas aussi une mesure importante que de contrôler les naissances. Mais sinon, tout le monde a des enfants. Après, on s'est plaint que l'État, c'est pas l'État qui vous envoie mettre au monde. J'aimerais préciser ici que la vie sociale relève de la responsabilité de l'État de pouvoir la stabiliser. J'aimerais pouvoir m'adresser particulièrement aux parents qui sont bien évidemment le socle de l'éducation de toute une nation ou des enfants. C'est que les parents doivent prendre la responsabilité en main. Certes, les conditions de vie sont très difficiles, mais il faut tenir en compte que la vie humaine est sacrée. Il faut tenir en compte que lorsqu'on néglige son enfant en le laissant à la merci de tout le monde, en le laissant faire ce qu'il veut sous toutes sortes de mauvaises influences, celui-ci va développer une délinquance qui ne sera pas seulement nuisible pour les autres, mais aussi pour vous, parents, également. D'où il est de la responsabilité des parents de prendre la responsabilité en main. Il est de la responsabilité de l'État d'assurer au moins de stabiliser les conditions de vie. Il est de la responsabilité de l'État de créer des emplois pour permettre à ces jeunes d'avoir un autre repère que la violence. Il est également de la responsabilité de tout le monde, autant que nous sommes, de conscientiser au mieux que nous pouvons pour pouvoir parvenir à l'éradication de ces phénomènes. Merci beaucoup, honorable Bénédicte. Nous prenons pour clôturer avec les interventions du groupe parlementaire l'honorable Enoch Manoka pour son allocution. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, c'est pour moi un réel plaisir d'intervenir sur cette question aussi pertinente que brûlante. Et je salue également en passant les interventions de nos dévanciers, les amis de l'UCC et ceux de l'UCSM, qui ont d'une certaine façon apporté leur plus-value à cette problématique qui gangrène notre pays. Parce qu'en réalité, la République démocratique du Congo est grande. Elle attend de nous une grandeur et cette grandeur consiste à apporter à chaque débat citoyen notre plus-value pour l'avancement de cette grande république. Alors rapidement, honorable président, j'aimerais revenir un peu sur tout ce qui a été dit avant de faire une synthèse et puis apporter une solution qui se situe en califourchon entre ceux qui veulent de l'application de la peine de mort et ceux qui sont contre l'application de la peine de mort. Premier argument, l'argument tiré de l'inconstitutionnalité de la peine de mort. J'aimerais nous faire réfléchir parce que nous sommes juristes également, puisqu'il a été dit ici que l'article 16 de la Constitution qui sacralise la vie humaine et l'article 61 de la même Constitution qui dit qu'en aucune circonstance il ne peut être porté atteinte au droit à la vie. Alors je nous pose une question. La loi organique relative à l'organisation, le fonctionnement et la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire qui prévoit la peine de mort parmi la fourchette de compétences du tribunal de grande instance. Étant une loi organique, elle a été contrôlée par un contrôle de constitutionnalité par voie d'action a priori, et que la Cour constitutionnelle avait déclaré cette loi conforme à la Constitution. Comment devrions-nous dire que la peine de mort est inconstitutionnelle et que la même Cour accepte que cette peine de mort fasse partie de peines qui relèvent de la fourchette de la compétence matérielle d'une juridiction? Je pense qu'on doit également réfléchir sur cette question pour que nous trouvions une solution. Il y a également un aspect qu'il faut apporter, il y a les côtés de la compétence de l'autorité qui a suspendu les moratoires. Il a été dit qu'en vertu du parallélisme des formes et des compétences, le président de la République actuelle ne peut pas lever les moratoires. C'est ce qui a été dit. Ou soit, on a plutôt dit le ministre de la Justice. Excusez-moi, voilà. Le ministre de la Justice ne peut pas lever les moratoires parce que seule l'autorité ayant pris l'acte est compétente pour suspendre l'acte ou l'abroger carrément. Alors, il y a également le principe en droit administratif, rebus sic stantibus, qui veut dire toute chose restant égale par ailleurs, que lorsque une autorité administrative compétente ayant pris l'acte pendant une certaine période et que les règles de forme, voire également de fond, qui ont prévalu à l'édiction de cet acte ont changé,
il s'avère qu'une autorité nouvelle peut également prendre l'acte. Mais là, ici, nous sommes dans un cas bien précis où le moratoire a été pris par un discours du président qui n'est pas en réalité un acte administratif et que le moratoire a été levé par une note circulaire. Alors, s'il faut que nous nous posions des questions sur la compétence de l'autorité, il faudrait également que nous déterminions l'acte pris par l'autorité qui a pris d'abord la décision de pouvoir mettre le moratoire. Donc, si déjà sur ce point on n'a pas d'argument bien précis, on ne peut pas dire que le ministre est incompétent. Également, un aspect, il a été dit qu'il faudrait qu'on saisisse la Cour constitutionnelle pour l'inconstitutionnalité de la peine de mort. D'ailleurs, il faudrait préciser une chose, que la loi organique relative à l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle prévoit la procédure du contrôle des constitutionnalités par voie d'action a posteriori. Et cette procédure s'arc-boute sur un délai bien précis. Ce qui sous-entend que dépasser ce délai, on ne peut pas saisir la Cour en inconstitutionnalité d'une loi. Et que partant de cela, déjà le code pénal qui est antérieur à la Constitution n'est plus dans le délai pour que l'on puisse saisir la Cour en inconstitutionnalité de ces derniers. Parce que le contrôle des constitutionnalités par voie d'action a posteriori est organisé également sur le plan des délais. Seul le contrôle par voie d'exception n'a pas de délai. Ce contrôle est organisé sur base d'un procès bien précis. Mais également, il faudrait, je pense pour ma part, que l'abrogation d'un texte pénal doit toujours être expresse. Parce que la légalité des délais de peine est la clé de voûte en droit pénal. On ne peut pas dire qu'une infraction serait abrogée par une disposition de notre texte, parce qu'en droit pénal, en réalité, la décomposition ou la théorie de la décomposition pénale n'est prévue que lorsqu'il faut prévoir une prévention dans un texte et une peine dans un autre texte. Ce qui renvoie la doctrine à dire ou à parler de la théorie de la loi pénale imparfaite, qui serait soit une loi qui prévoit une peine sans prévoir la prévention, ou carrément qui prévoit la prévention sans prévoir la peine. Alors je pense que partant de tout ceci, il faudrait que nous puissions nous mettre également d'accord sur un fait. Nous réfléchissons sur la criminalité urbaine, qui n'est pas à confondre avec les crimes. Parce qu'il y a une différence quantitative entre le crime et la criminalité urbaine. Si le crime est un acte isolé, la criminalité c'est un ensemble d'actes. Il y a une idée globalisante. Alors ici, lorsqu'on veut de l'application de la peine de mort, l'on sait également que la peine de mort s'applique dans un contexte bien précis ou dans une prévention bien précise. Et que s'il faut que nous parlions que de la criminalité et en voulant faire appliquer la peine de mort, on ne réfléchit pas bien. Pourquoi ? Parce que dans la criminalité, il y a plusieurs crimes qui d'une certaine façon ne peuvent pas relever de la compétence matérielle de l'application d'une peine de mort. Et que si on voudrait tout simplement dire qu'on peut éradiquer la criminalité à l'application de la peine de mort, on ne réfléchit pas forcément bien en droit ou en droit pénal. Parce que la criminalité contient soit une infraction d'assassinat, soit de l'épouser, blessure et tout ce qui va avec. Donc on n'est pas forcément dans cette occurrence. Je pense également pour ma part que nous voulons tous de l'éradication de la criminalité urbaine. Ça c'est un fait. Mais il est également un fait que là où est appliquée de façon exponentielle la peine de mort, il n'y a pas forcément les taux le moins de la criminalité. Et que là où il n'y a pas l'application de la peine de mort, il n'y a pas forcément un taux élevé de la criminalité. Et qu'il faudrait, partant de cette occurrence, prendre des mesures nécessaires en tenant compte également des réalités sociales de notre pays. Veuillez chuter, honorable Enoch. Merci beaucoup, Monsieur le Président. En chitance, nous proposons des mesures alternatives parce que nous n'aimerions pas entrer ici dans un débat de pour ou contre. Parce que le comble ici, c'est de trouver une solution. Alors, Monsieur le Président, il est prévu une peine de servitude pénale. En droit pénal, on parle de servitude pénale à temps et une servitude pénale à perpétuité, tout ce qui va avec. Alors, nous proposons d'abord, dans un premier temps, la peine d'emprisonnement à vie. Pourquoi emprisonnement à vie? Parce que d'abord, la servitude implique ou implémente une idée de l'esclavage. Et d'ailleurs, la servitude remonte du Code pénal de 1940, qui en réalité, lorsqu'on parlait des servitudes, on visait les Noirs non immatriculés, à qui on appliquait des peines sévères. Et après être décolonisé, on ne peut pas aujourd'hui parler encore de la servitude. Il faudrait par contre évoquer l'idée de l'emprisonnement. D'ailleurs, le professeur Bayon Abamé, dans la conférence nationale souveraine, avait également émis cette proposition en ce qu'il faudrait que nous enlevions les mots servitude. Il faudrait qu'on implémente une peine d'emprisonnement à vie pour les criminels les plus dangereux. Alors, vous me poserez la question de savoir la peine d'emprisonnement à vie alors qu'il y a pénurie des prisons. Il est également d'une politique criminelle que l'on ne puisse pas seulement viser des mesures répressives, simplement.
il faudrait également construire des maisons qui doivent accueillir des criminels pour qu'on puisse bien appliquer ces mesures. Parce qu'on ne peut pas ici se limiter simplement à réfléchir sur la peine de mort, parce que la peine fait partie des notions de la science pénitentiaire et de la politique criminelle. Alors la politique criminelle en soi n'inclut pas seulement que l'application de la peine dans le sens de l'élimination du délinquant. Ça, c'est également un aspect. Il y a également le service militaire obligatoire. Parce que à l'aune de l'évolution du droit pénal, la peine n'est plus conçue comme un mal qu'on inflige à un malade. Parce qu'avant, les criminologues pensaient que les criminels étaient un malade, étaient un mal qu'il faudrait éradiquer de la société par la peine de mort qui remplit la fonction éliminatrice de façon exponentielle par rapport à toutes les autres peines. Aujourd'hui, les criminels, c'est un malade qu'il faudrait traiter. On les traite comment? En les rendant utiles pour la société. Comment les rendre utiles? C'est en mettant des mécanismes qui peuvent les mettre en exergue pour servir la nation. Alors le service militaire obligatoire va permettre à ces grands criminels Koulouna réputés de pouvoir servir la nation. Si nous tous ici on veut être parfaits, alors qui vont assumer certaines fonctions qui peuvent aider la République à avancer? Si vous voulez créer une République de personnes parfaites, pourquoi il faut qu'on ait de loi? Si on veut de loi, c'est parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui sont imparfaits, à qui on va appliquer ces lois. Ça, c'est également un aspect. Et en fin de compte, il y a les travaux forcés, honorable président, chers membres du bureau, chers collègues. Les travaux forcés, je pense que nous tous, nous les savons, mais les problèmes qui se posent ici, il n'y a pas une ordonnance qui l'organise. Donc, il faudrait également qu'il y ait une ordonnance qui organise les travaux forcés afin que cette peine s'applique de façon très rigoureuse et que les criminels ne soient plus un mal qu'on va jeter en dehors de la société, mais un mal qu'on doit resocialiser. En fin de compte, honorable président, chers membres du bureau, chers collègues, il ne suffit pas pour une nation d'implémenter simplement une politique criminelle visant la répression des criminels. Encore faut-il que cette politique criminelle s'arc-boute dans un respect de la procédure et des textes du régent de la République. Ici, j'aimerais épingler un aspect avant de clôturer. C'est la procédure de l'exécution de la peine de mort. Il est prévu qu'après avoir prononcé la peine de mort, il faudrait que les concernés intentent l'appel, disons interjettent l'appel, et que l'officier du ministère public saisisse le président de la République en procédure de grâce. Et dans cette procédure, le président demande l'avis de l'officier du ministère public avant de prendre l'acte. Comment une personne qui requiert la peine contre un délinquant, la même personne saisit l'autorité en procédure de grâce, et la même personne doit donner son avis si on doit soit octroyer la grâce ou pas. Ça, c'est une procédure qu'il faudrait revoir également. Je pense que c'est ce que nous pouvons dire en chitance et nous remercions le Parlement d'étudiants pour cette opportunité. Merci. Merci beaucoup, honorable Enoch. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la plénière est levée.